Bienvenue sur l'épisode 42 de Plein Potentiel. Christelle Saint-Pierre est une femme aux intérêts et aux connaissances variées. Elle est psychoéducatrice, conseillère en psychologie sportive, professeure de yoga et adepte de la pleine conscience. Lorsqu'elle est psychoéducatrice, elle aime bien utiliser autant le yoga que la préparation mentale dans le but de passer des messages avec ses athlètes. Quand elle est prof de yoga dans ses cours, elle incorpore la pratique de pleine conscience dans le but que ses participants soient dans le ici et maintenant et profitent en fait là, du moment présent. En fait, tous ses connaissances et ses intérêts variés constitue un atout pour elle, autant au plan personnel que professionnel. En fait, ça bâtit son identité au niveau professionnel, vraiment, ça lui permet d'avoir une identité bien à elle, bien unique, en fait. Dans cet épisode, vous allez en apprendre plus sur la pleine conscience et comment appliquer une pratique de pleine conscience si vous êtes un athlète, mais aussi pour tout le monde, en fait. Là, on a donné des trucs pratique. En fait, Christelle a donné des trucs vraiment applicables au quotidien puis dans le domaine sportif aussi. Les adeptes d'escalade seront contents d'apprendre que, en fait, Christelle et moi partageons un intérêt commun pour ce sport-là qu'on pratique tous les deux. Alors, on a parlé de préparation mentale adapté à l'escalade, comme par exemple des trucs pour vaincre la peur de tomber, pour dépasser ses limites aussi et ne pas se restreindre en fait à un certain niveau de difficulté et être capable là, vraiment d'avoir une bonne confiance en soi. Donc, plusieurs trucs pratiques adaptés à ce sport. Vous en apprendrez aussi plus sur le yoga et comment utiliser cette pratique-là pour éviter le surentraînement, pour prévenir aussi l'épuisement sportif. Donc, deux concepts qui sont différents. D'ailleurs, Christelle nous a expliqué la différence entre ces deux facettes-là. Et aussi, comment le yoga peut être utilisé comme outil de préparation mentale pour les athlètes, donc pour renforcer leur mental et avoir un mental plus solide. Il s'agit seulement d'un survol de nos sujets de discussion, mais je vous laisse découvrir le reste dans cet épisode. Que vous soyez un grimpeur ou un athlète d'un autre sport, vous savez probablement que l'aspect mental est souvent ce qui va différencier un gagnant des autres. En fait, là, durant une compétition, le gagnant va souvent être celui qui va avoir eu un mental plus solide durant les compétitions. C'est souvent ce qui différencie deux athlètes d'un même niveau sur les aspects physiques, techniques ou tactiques. Deux athlètes qui se ressemblent à ce niveau-là, ben celui qui va avoir un mental plus fort risque de l'emporter. Alors, si tu veux être cette personne, avoir un mental solide, mieux gérer tes pensées, tes émotions, améliorer ta confiance en soi et en gros, atteindre tes objectifs, les services que j'offre pour toi en préparation mentale pourront certainement t'aider. Alors, je t'invite à aller consulter mon site internet francislapointe.ca et à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux prendre rendez-vous avec moi. Donc, tu peux autant m'écrire sur mon site officiel que sur mes pages Facebook ou Instagram. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui avec Christelle Saint-Pierre. Bonne écoute. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être sur le podcast. Je voulais commencer par parler un peu d'où vient Christelle Saint-Pierre, d'où vient tout ça, tout cet intérêt varié, psychoéducation, psychologie sportive, yoga et pleine conscience. Là, tu me parles aussi d'intérêt pour la récupération et le repos. Fait que, où ça a commencé tout ça, là? Oui. En fait, je suis bien contente d'être là, premièrement. Deuxièmement... Good, content que tu sois content. Deuxièmement, en fait, ça fait 8-9 ans, il fallait que je vérifie la date exacte, mais que je suis psychoéducatrice, puis j'ai commencé plus avec les jeunes de la rue, fait que c'est complètement un autre univers, ouais. Là, avec la toxico, la délinquance. Les jeunes qui brassent, là. Ouais, vraiment. Puis en même temps, c'est correct parce que je pense que
présentement, je suis rendue en sport-études, puis il y a quand même, là, veux pas, des problématiques que je retrouve quand même, puis je suis capable de repérer les comportements présentement là, qui sont plus propices, mais bref... j'ai commencé là-dedans tout simplement, puis j'ai fait beaucoup CLSC, centre jeunesse, tour de place, puis la vie m'a amené justement en sport-études après. Puis m'a amené en fait à la seigneurie qui a du sport-études, puis j'ai commencé à créer des projets avec des coachs par intérêt, parce que je suis grimpeuse, parce que je fais de la course à pied, fait que j'avais un intérêt pour ça, puis on commençait à réaliser, entre autres, exemples, qu'il y avait du stress beaucoup là, dans le sport-études, Ouais. fait que plutôt que d'y aller à la pièce puis de commencer à intervenir avec tous les jeunes séparés, ben on s'est dit on va créer des choses. Puis là, je suis prof de yoga aussi, donc j'ai commencé à créer des choses qui jumelaient le mouvement pour parler plus aux athlètes, avec des aspects plus psychoéducatifs pour qu'ils comprennent comment le stress influence, dans le fond, leur comportement, puis influence leurs pensées, leurs émotions, tout ça. Ces athlètes-là, c'était de quel sport? Y a-tu du sport-études escalade? Ça existe ça? Ben, ça commence. OK. Oui, ça commence. Ils sont pas beaucoup, mais ça commence. Ouais. Mais c'était plus basket, patin, OK. danse. Donc, j'ai créé des projets comme ça, puis j'ai fait aussi par la bande, là, connu d'autres coachs, fait que j'ai fait du cégep un peu aussi, golf, qui est très mental, donc des trucs comme ça. Ouais. Fait que c'est ça, fait qu'avec le temps, j'ai commencé à jumeler naturellement tout ça. Je pense que tout ça, pour moi, fait un sens pour accompagner la personne. Dans ta personnalité aussi, tu t'intéresses au yoga, fait que là, tu te dis comment je peux utiliser ça dans mon travail, là, tu sais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup de blessures par le sport, Ouais. puis dans le passé, de surentraînement, d'autres trucs, là, mais bref, le yoga est rentré dans ma vie par les blessures, entre autres, puis ça m'a vraiment aidé dans mon sport, fait que ça a été naturel pour moi de dire, le yoga est un outil de plus pour intervenir auprès des athlètes. Puis là, on s'éloigne un peu, là, mais il y a une question qui me vient au niveau du yoga, justement, au niveau pour aider au niveau des blessures, au niveau de la récupération, y a-tu un nombre de fois, mettons, par semaine qu'il faut que tu le pratiques pour que ça l'aide? C'est-tu à tous les jours? Parce qu'on entend souvent ceux qui aiment le yoga, ils en font à tous les jours. Est-ce que ça prend ça vraiment pour que ça commence à l'aider? Ou... Ben, en fait, la littérature nous dit une chose, puis là, on s'entend que j'ai pas toutes les réponses à ça parce que présentement, entre autres, je fais dans ma deuxième maîtrise, je fais un projet, j'ai monté un programme de yoga puis de pleine conscience dans le but d'évaluer les effets sur la prévention de l'épuisement sportif, justement. Fait que j'ai eu une subvention de l'Institut national du sport pour faire ça. J'ai bien hâte de le mettre en application après post-COVID auprès des étudiants athlètes. Mais dans le fond, on sait que la littérature dit que ça a des bienfaits, sur tout ordre. Là. Une clientèle régulière, pas athlète, qu'il y a des effets qui commencent à se faire voir sur les athlètes. Mais quand on parle de récupération, il y a encore des choses que la recherche doit aller vérifier à 100%. C'est pour ça mon projet de recherche. Mais ce que dit la littérature, tant pour la méditation pleine conscience que le yoga, c'est plus en termes, pas nécessairement à tous les jours, mais en termes qu'il faut quand même qu'il y ait une constance, c'est-à-dire, mettons, 8 semaines. La littérature va vraiment aller autour du 8 semaines, ça a l'air d'être un cœur. Si on va en bas de ça, ça risque d'être à court terme. Quand on arrive à 8 semaines, c'est comme si les effets commençaient à s'installer, ou que ce soit plus à moyen terme, long terme, que ça perdure dans le temps. OK. Fait que ça peut être 4-5 fois semaine, mais maintenu sur un long terme. Il n'y a pas nécessairement un nombre de fois, en fait. Oui, puis souvent, ça va être une longue pratique. Comme le programme que j'ai monté, c'est une pratique où c'est guidé, que je suis là pendant 1 heure, mais il y a des devoirs qui peuvent être 5 minutes, 10 minutes au quotidien, dans le fond. Fait que ce qu'on appelle le réinvestissement, pour que ça fasse du sens dans le quotidien de l'athlète ou de la personne qui est accompagnée. Fait que, ce que tu apprends à distancer de tes pensées dans le cours de yoga, mais peut-être que tu vas avoir à le faire dans le métro ou dans l'autobus ou quand tu es fâché à la job. Fait que, c'est là que ça va être le cœur. Fait que comment tu vas réinvestir ça dans 5 minutes qui va faire la différence. OK. Fait que ça, c'est plus au niveau de la pleine conscience, là, justement, le réévaluer les pensées, s'arrêter, puis voir les émotions. Ouais. Là, on parle plus de pleine conscience. En fait, quand on regarde la différence entre les deux, c'est... il y a une différence, on le voit, là, faire un mouvement ou être assis, méditer, là, il y a quand même une différence concrète, mais en même temps, le yoga, c'est une façon d'enseigner la pleine conscience. Puis qu'on regarde dans la littérature... Les deux se jumellent très bien. Là. Qu'on regarde dans la littérature ou qu'on regarde dans l'historique du yoga, souvent, on sépare les deux, mais en fait, c'est une mauvaise compréhension.
c'est que le yoga, par le mouvement, on est en pleine conscience. Donc oui, tu peux aller faire du yoga au centre du coin, puis être juste en forme parce que c'est ce que tu souhaites, puis pas être dans l'instant présent, ou être dans l'instant présent parce que ton coach est vraiment dedans, puis go, là. Mais tu sais, l'objectif du yoga, c'est d'accueillir l'instant présent, qu'il soit confortable, inconfortable, puis de dire, ben est-ce qu'il faut que je modifie ma pose parce que je suis pas bien actuellement, donc d'être pleinement dans l'instant présent. Ouais. Fait que la différence entre les deux, puis moi, c'est mon hypothèse de maîtrise, hein, c'est que, dans le fond, la pleine conscience va gérer le stress. Le yoga va gérer le stress, mais va gérer la récupération aussi. Le stress physique, plus, puis tandis que pleine conscience, peut-être plus le stress mental. Ben oui, puis on va parler du stress physique, mais on va parler aussi de, tu sais, tout ce qui est fatigue ou relaxation. Fait que, tu sais, quand on parle d'épuisement sportif ou de surentraînement, il y a le stress et la récupération, c'est comme deux éléments, là. Fait que, tu sais, on va apporter que oui, on peut jouer sur le stresseur, sur le stress, mais à un moment donné, il faut qu'on joue aussi sur la récupération. Fait que tu peux ne pas être stressé, mais quand même mettre des moments de relaxation, mettre des moments de récupération, qu'on appelle. Puis souvent, ça, c'est méconnu. Fait que les gens vont juste le faire quand ils sont stressés. Ils vont dormir plus, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans. Fait que c'est ça. Je sais pas si je suis claire dans mes propos. Oui. Retour au parcours. Là, tu parles, c'est ça, au niveau de la psychoéducation, ça t'a amené justement à utiliser des techniques de yoga en fait, en faisant des ateliers avec des jeunes ou whatever. Puis, où est apparu l'intérêt psychologie sportive là-dedans? Oui, ben en fait, à la base, on va dire, il y a deux choses qui m'ont apporté cet intérêt-là. Moi, personnellement, puis mon cheminement avec les élèves athlètes. Okay. Parce que moi, personnellement, j'ai une personnalité anxieuse à la base, puis j'ai dû apprendre à gérer ça. Puis quand j'ai commencé à faire de la voix... Escalade de voix. Ouais. On va se le dire que ça amène quand même son lot de défis. Hein? Ça l'amène la peur de la chute, ça l'amène des fois des pensées parasites, là, pas rapport. Là, on vient de clipper une dégaine, pas en grimpant. Puis si on vient de clipper une dégaine, c'est qu'on est assuré ici à ce moment-là qu'on ne chutera pas si la dégaine est plus haute que nous. Puis, tu sais, si on chute, on va chuter, ça fait quelques centimètres. Là, ça fera rien, là. Fait que, mais tu vas avoir une pensée que ça y est, si je tombe, je vais mourir. Il y a comme le genre de pensée. Avant là, de clipper, hein, c'est ça? Ou même quand tu as clippé au début. Il y a toutes sortes de pensées qui sont irrationnelles parce que c'est pas naturel commencer à grimper dans un mur où où tu étais à quelques mètres du sol, puis c'est comme, plusieurs mètres. Ça prend plusieurs fois d'expérimenter que là, tu te rends compte, OK, c'est sécuritaire. C'est vraiment l'expérience que, à force de le faire, là, tu te rends compte, ben OK, je suis dans un environnement sécuritaire, puis là, tu peux faire la différence à un moment donné, j'imagine, entre le danger réel et le danger mental là, que tu t'inventes. Oui, puis tu sais, quand on a une personnalité anxieuse, il faut être réaliste quand on est fatigué, justement, qu'on gère pas bien notre récupération ou qu'on s'écoute pas. Ben, même si on connaît toute cette réalité-là, les pensées parasites vont revenir plus facilement. Fait que tu sais, j'avais un intérêt pour moi pour pouvoir avancer de cote, donc de niveau en escalade, moi envers moi, là, pas pour faire de la compé ou quoi que ce soit, mais... c'est vraiment un intérêt récréatif pour toi. Oui, puis tu sais, j'aime bien l'extérieur, donc c'est plus... je m'entraîne à l'intérieur pour faire de la voix à l'extérieur. Donc, tu sais, l'objectif, c'était, ben je vais appliquer tout ce qui est potentiel pour m'aider, là, tout ce qui est possible pour m'aider, donc la visualisation, la méditation, tout ça. Fait que tu t'es mis à lire un peu plus sur, par exemple, la visualisation, des choses comme ça? Oui, je me suis mis à lire un peu plus là-dessus, puis je me suis mis à faire tu sais, prendre des formations pour mon intérêt. Puis quand j'ai commencé à intégrer ces éléments-là, plus les éléments psychoéducatifs, puis le yoga auprès des athlètes, ben là, il y a eu quelque chose qui s'est vraiment créé en disant, oui, moi, pouvoir progresser, mais si je peux prendre tout ça pour accompagner encore plus les élèves athlètes, tu sais, là, j'avais l'impression que j'étais sur un X, là, qu'il y avait quelque chose de magique qui se produisait quand que j'étais avec les gars de basket, puis que je voyais qu'en passant par le yoga, j'étais capable de leur faire réaliser des affaires qu'ils ne voyaient pas quand ils jouaient, tu sais. OK. Fait que... Par exemple? Par exemple, on a déjà fait un cours d'acro-yoga, par exemple, avec le groupe de basket parce que ils gardaient le ballon, puis ils collaboraient pas ensemble. Fait que Acro-yoga, que ça, c'est en équipe de 2, en fait. Ouais, là. On les met à 3. Souvent, quand ils commencent, ils font un spotter. Là, donc, qui s'assure que pour l'avoir déjà fait 2-3 fois avec ma blonde, ça n'a pas été un succès.
Fait que, on les a mis avec le coach, on a organisé les équipes dans notre tête en les plaçant. Tu sais, il n'y avait pas leur mot à dire, tout ça. Puis on savait qu'on mettait quelqu'un, tu sais, 2 personnes qui gardaient le ballon ensemble, qui étaient contre. Fait que, tu sais, on les a mis en situation sans trop leur donner d'explications, puis vite, on voyait que la communication passait pas. Tu sais, les explications étaient centrées sur la tâche. C'est-à-dire, ben, tu sais, la base qui est au sol, qui va supporter la voltige qui est en haut, doit se placer de telle façon. Tu sais, c'était juste ça. Puis, à un moment donné, en bon québécois, la marde a pogné. OK. Fait que là, on a fait un stop. Là, ben, qu'est-ce qui est en train de se passer? T'sais? Puis là, ben, de réaliser que ce qui se passe là, il se le passe dans le jeu aussi. Là. Donc, comment on peut arriver à communiquer quand vous avez un but ensemble sans vous gueuler dessus? Ouais. Puis là, on a dit, ben, vous n'avez plus le droit de crier, vous devez juste chuchoter ou utiliser le non-verbal pour communiquer, pour pouvoir arriver à votre objectif. Puis, suite à ça, ben là, après, tu fais d'autres ateliers éducatifs pour revenir là-dessus, puis parler justement de l'ego, parler des enjeux, parler de la communication, la force du groupe, pour pouvoir créer une cohésion. Il y a d'autres fois où j'ai mis en yoga, faire une posture plus intense ou un flow plus intense, puis de voir que les jeunes commencent à avoir leur comportement... leur pattern de sortir. Il y en a qui lâchent la posture, il y en a qui se mettent à faire le clown, il y en a qui roulent les yeux, il y en a qui commencent parce qu'ils sont inconfortables. Ils sont inconfortables. Fait que de dire qu'est-ce qui est OK, stop, il se passe quoi dans votre tête présentement, c'est quoi la pensée précise, c'est quoi l'émotion précise. Ça, tu le vis dans ton quotidien, tu le vis dans ton sport aussi. Comment tu vas faire pour avancer? Donc, de revenir dans l'instant présent, de respirer, de prendre conscience, puis de se replacer. C'est vraiment intéressant. Ça. T'as-tu été inspiré par d'autres profs de yoga? Ça se fait-tu ailleurs? Mettons, utiliser le yoga et la psychologie sportive en parallèle comme ça? Moi, je ne l'ai pas vu beaucoup. J'ai été inspirée par, je dirais, par la bande, OK? Par moi, comment j'ai vécu le yoga, comment moi j'ai été avec moi. Tu as été ton propre cobaye, là, si on peut dire. Vraiment. Ouais. C'est sûr que la formation que moi j'ai vécue, mon premier 200 heures que j'ai faite en Vinyasa, j'étais avec Geneviève Lacarte de Naya, puis c'est une ancienne triathlète qui a eu beaucoup de blessures. Okay. Donc, moi, quand je suis rentrée dans la formation, j'avais un historique de blessures. Donc, tu sais, le chien tête baissée, exemple, qui, souvent, on va voir que les gens déplient les jambes puis ont le dos bien droit. Moi, j'avais presque le ventre collé aux cuisses tellement que j'étais une barre de fer, là, parce que ça marchait pas tellement que j'avais de blessures, tu sais. Puis, elle a travaillé beaucoup ça avec moi pendant la formation, de dire, tu sais, adapte ta posture, prends conscience de ce que tu as envie de te dire parce que j'avais envie de lâcher, parce que je me disais, tu sais, je suis pas comme la fille, je vais enseigner le yoga, puis j'ai le ventre collé aux cuisses, ça n'a pas de bon sens, puis de défaire ça avec moi en disant, c'est ta pédagogie qui va être importante, c'est pas que tu sois capable d'aller porter ton pied derrière ta tête, tu sais. Fait que de défaire ça avec moi, puis d'être avec l'inconfort, puis c'est vraiment, ça a changé ma pratique, puis suite à mes blessures, l'escalade, c'était les médecins étaient pas sûrs que j'allais pouvoir chuter, tout ça. Puis, tu sais, le yoga m'a ramené à tellement écouter mon corps, tellement y aller à mon rythme aussi, que je me suis dit, tu sais, ça, je dois apprendre à l'enseigner pour d'autres personnes. Tu sais, ce que moi, ça m'a apporté sur mon tapis au quotidien, d'être mon propre coach. Mais c'est ça, puis il y a une facette dans le yoga qui est pas connue par tout le monde, mais c'est pas nécessairement de faire la pose de la meilleure façon, puis de la façon parfaite. C'est de la faire dans le moment, comment que ton corps peut la faire, puis de plus en plus, ben là, tu vas t'améliorer, puis tu vas acquérir plus de souplesse, tu vas être plus fort. Puis juste par curiosité, au niveau des blessures, c'était quoi comme blessure? Ben, en fait, j'ai eu une blessure. Ben, la première blessure, ça date de vraiment longtemps, là. Puis j'avais un de mes amis, je pense qu'il va s'en vouloir à la vie, mais on était... C'est en escalade? Oui, okay. On était à l'intérieur, puis... en fait, tu sais, c'est une mauvaise évaluation des deux, là. Il était entre la deuxième et la troisième dégaine. À ce moment-là, normalement, il ne faut pas que tu aies beaucoup de cordes, de mou, on va dire, de cordes, pour ceux qui écoutent, pour être sûr que si la personne chute, elle tombe pas à terre ou elle ne vient pas de cogner, tu sais. Okay. Puis, souvent, entre la deuxième et la troisième. Fait que pas très haut, c'est ça que ça veut dire? Okay. Oui, exact. Moi, je suis pas très calé en voix. Parfait, puis tant mieux que tu poses des questions. Ceux qui sont pas calés vont. Exact. Là, puis, à ce moment-là, il y a une règle aussi de clipper, donc ta dégaine, parce qu'on clippe des dégaines au fur et à mesure jusqu'en haut. Ben, il faut qu'elle soit entre tes hanches puis ta tête. Lui, sa dégaine était au-dessus de sa tête. Il pinchait quelque chose, donc il tenait avec pas nécessairement la meilleure prise possible. Okay. Et il a décidé qu'il clippait à ce moment-là, puis en prenant toute la corde, puis en allant porter proche de la dégaine, il est tombé.
Puis il pesait là, vraiment plus que moi. Puis à ce moment-là, ben c'était un gym en Outaouais où il n'y avait pas, pas de ombre, de trucs qui nous permettent de mieux assurer quelqu'un qui est plus lourd ou de sacs de sable. Des fois, on utilise ça pour quand l'assureur, on est léger pour se mettre sur soi. Il n'y avait pas ça. Fait que je suis partie, il est arrêté sur ma tête. Puis là, j'ai fait une commotion, puis j'ai eu comme un problème au niveau cervical qui va rester tout le temps. À cette heure, j'ai des professionnels qui m'aident plus, là, mais ça a duré vraiment, vraiment longtemps. Où, ça me reprend des fois que mon bras devient tout engourdi, je suis en train de grimper un peu, puis là, ma mère ouvre tout seul. Fait que là, c'est signe qu'il faut que j'aille voir l'ostéo. Mais, fait que ça, c'est la première blessure. Fait que ça a vraiment hypothéqué mon cou, puis une partie de mon dos. Puis, peut-être 2-3 ans après, je me suis garochée, j'ai commencé un doctorat à Trois-Rivières que j'ai pas complété en psychoéducation. Puis comme j'étais semi-bien, je pense, dans le doctorat, je me suis mis à faire beaucoup de courses parce que je connaissais pas tant le monde d'escalade. À ce moment-là, il y avait même pas le Mahican, tout ça. Là, c'était un... Je me souviens plus comment il s'appelle, le gym est fait avec des roches à Trois-Rivières, là, en tout cas. Fait que, ça se peut-tu que ça n'existe plus? Ou... En ce moment, je connais le Mahican puis le campus à Trois-Rivières, mais... Peut-être qu'il y en a des anciens qui vont écouter. Ouais, peut-être. Mais, je passais de l'Outaouais où il y avait beaucoup de gyms à ce gym-là. J'étais un peu déroutée, je dirais. Là, l'escalade, c'était un peu ma vie à ce moment-là. Je passais 5 jours semaine dans le gym. Puis, fait que je me suis mis beaucoup à courir. Fait que... j'ai arrêté une blessure de surentraînement, en fait. Fait que j'ai eu le bassin qui a un peu désaxé, les hanches qui ont désaxé. Fait que une subluxation du sacro-iliaque, c'est ça qu'ils ont dit. Quand on parle à des physios, des fois, ils disent « pas trop ». En tout cas, bref, ça a fait que j'ai une hanche qui a levé, fait que ça l'a pincé des vertèbres en bas. Puis là, cette hanche-là, en bon québécois, elle est lousse. Fait que ça reste toujours... À ce jour, toujours. Ça va toujours être comme ça. Fait qu'il faut comme toujours renforcer, mais à toutes les fois que je recommence la course à pied, si j'arrête un bout de temps, il faut que je fasse des petits programmes de fractionner. Tout ça. 1 kilomètre pour commencer. Oui, c'est ça. Okay. Fait que je vais rester avec ça, mais j'apprends à mieux dealer. Là. Puis, j'imagine que au niveau de la blessure en escalade, comment ça t'a affecté au niveau mental? Après, au retour, justement, ça devait être... quelque chose? Ouais, ça devait être un retour en arrière. La peur devait être assez présente. Oui, puis ça, tu sais, à ce moment-là, pour vrai, j'étais pas dans la psychosportive, j'étais pas dans rien de ça, là. J'étais en psychoéducation encore, en centre jeunesse, puis sincèrement, ça a été vraiment heurtant, là, parce que, tu sais, je déménageais, je m'en venais à Québec, fait que là, le monde me connaissait pas à Québec, puis je vais toujours me souvenir, sans nommer de personnes qui sont vraiment gentilles, mais qu'à ce moment-là, c'était pas adéquat. J'ai eu des commentaires, tu sais... genre, je ferais telle clinique, puis là, tu sais, un employé qui me dit « mais il faut être bon pour faire telle clinique », ou tu sais, ce genre de commentaires, parce que je revenais en gym, puis fallait que je prenne même ma jambe, puis que je fasse faire le mouvement à ma jambe de lolotte, mettons, parce que la jambe est... mentalement, le nerf, là, l'influx nerveux, c'était je sais plus comment bouger pour faire ça. Ouais. Fait il fallait vraiment que je refasse faire tout ça. Fait que, tu sais, les premiers temps, pour vrai, d'avoir les commentaires que tu as l'air d'une débutante quand c'est pas nécessairement le cas, que tu vois le monde qui progresse, puis toi, tu te lances dans une cote qui est relativement facile, puis c'est rushant au bout, puis t'as mal au bout. C'est très confrontant de se dire, j'ai l'impression que je devrais être à tel niveau, puis je suis vraiment en dessous de ça. Tu avais arrêté combien de temps, mettons? J'ai arrêté, ça m'a pris 2 ans à m'en remettre. OK. J'ai jamais vraiment... J'ai arrêté le pic, là, parce qu'au début, c'était, tu sais, marcher 5 minutes, ça fait mal. Fait que, tu sais, on m'a envoyé au début marcher, après un peu dans la piscine, après, tu sais, bon, j'ai fait toutes les étapes. Fait que j'ai peut-être arrêté 1 an sur le 2 ans. L'autre année, ça a été revenir. À l'escalade. Une bonne année, quand même. Là. Vraiment. Puis j'ai jamais été capable tout ce temps-là de chuter. Là. Ça m'a pris vraiment du temps jusqu'à ce que je trouve l'ostéo que j'ai présentement. Là, j'étais pas capable de chuter. Fait que j'avais même une croix sur le lead où je leadais ce que j'espérais que les prises lâchent pas, là, ce que j'étais capable à vue de faire. Fait que l'idée, c'est la personne qui est en haut puis qui grimpe. Dans le fond, celle du bas, elle est comme... c'est dur elle se fait aider, c'est ça, par celle du haut? Elle se fait assurer, mais tu sais, normalement, en moulinette, la corde va passer dans un ancrage qui est au-dessus de nous. Donc, il n'y a pas de chute. T'sais. Quand on lead, la corde est accrochée à moi et à l'assureur, puis c'est les dégaines. Quand mettons, il y a des dégaines au mètre, aux 2 mètres, peu importe, là, sur la paroi. Puis, quand tu clips cette dégaine-là, c'est le nouvel ancrage que tu as. Fait que quand tu viens de clipper cette dégaine-là, tu peux pas chuter.
T'sais, mais là, si tu dépasses cette dégaine-là, ben là, tu te mets à chuter de quelques centimètres ou quelques mètres. Mais c'est toujours assez proche, en fait, les dégaines. Oui, c'est assez proche, mais la chute peut aller de plusieurs mètres. Fait que, si quelqu'un, dans le fond, t'assure, on va dire, il faut que ça soit smooth, il faut qu'il y ait du mou, ben, tu sais, si la personne, elle avait un peu peur, justement, parce qu'elle savait que j'étais blessée, puis elle laissait pas assez de cordes, assez de mou pour que ça fasse une espèce d'effet de nuage quand je chute, ben, ça pouvait me donner un coup aux hanches, puis là, je pouvais aller frapper les pieds dans le mur, puis ça faisait vraiment mal. Là, as-tu réappris à tomber en faisant tranquillement des petites chutes? Puis, Ben, j'ai réappris à tomber. Je dirais que la journée où mon ostéo a dit « Je pense qu'il faut y aller », là, puis que j'ai vu, j'étais allée dans une voie super facile, j'ai commencé par les chutes à la dégaine, j'ai fait « OK, ça fait pas mal », tu sais. Puis vite, quand j'ai vu que ça faisait pas mal, à l'intérieur, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé j'avais pas peur vraiment de la chute. Il y avait encore des pensées parasites qui pouvaient arriver. « Ah, faut pas que j'aie mal dans le dos ». Ça m'arrive encore quand je suis un peu irritée de dire... tu sais, là, j'ai pogné... j'ai failli glisser sur une prise, puis là, c'est pas « j'ai peur de chuter », c'est comme... OK, si je chute, faut pas que ça fasse mal. C'est plus ça qui va revenir, qui est bien ancré, je pense, là, qu'il faut que je travaille, mais ouais. Bon, j'aimerais ça qu'on parle un peu du rôle de psychoéducatrice qui est pas toujours très clair, même pour moi parfois, qui est du domaine de la psychologie. Ça ressemble à quoi le travail d'une psychoède? Oui, la psychoéducation, le cœur de la psychoéducation, c'est le vécu partagé. Mettons qu'on s'en va sur le site de l'Ordre, ça va être vraiment ça qui va être vraiment mis de l'avant. Partagé, c'est quoi? Qu'est-ce que le vécu partagé? Le vécu partagé, c'est le quotidien. OK? Donc, si je suis à l'école, parce que présentement, je suis à l'école, dans un sport-études, mais aussi avec l'adaptation scolaire et tout ça, là, ben, le vécu partagé, c'est tout ce que la personne va faire dans son quotidien. Donc, je peux aller en classe pour modeler une intervention pour l'enseignant. C'est-à-dire lui montrer, ben, je vais intervenir auprès du jeune pour que l'enseignant voit comment je le fais puis puisse le réintégrer. Je peux faire des rencontres individuelles avec un jeune puis dire, OK, ben écoute, on va mettre telle intervention en place, puis après, me promener dans les corridors, puis quand je le vois agir, lui faire un petit « Hey, je te vois, là, il faut changer ça, on s'était dit que... » En sport-études, quand les coachs sont ouverts, je ferai pas juste des rencontres individuelles. Je ne sais pas que c'est pas pertinent, au contraire, mais je vais aller sur le terrain. Puis je vais faire même créer des situations par les coachs. Okay. Et quand on parle de stress, par exemple, qui me dit, la cocotte, elle perd tous ses moyens quand que je la pousse un peu, je vais dire, OK, je peux-tu passer dans le gym cet après-midi? Puis quand tu vas me voir, fais juste comme, justement, y aller puis dire go, 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 puis mettre une pression qui est adéquate, là, pas vraiment adéquate, mais on veut créer la situation, puis voir pour que j'observe, puis qu'on puisse intervenir sur le moment, c'est-à-dire d'aller voir la jeune, dire qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta tête, pourquoi tu réagis de cette façon-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir avancer. Je le fais aussi en escalade, j'ai accompagné des espoirs, puis je vais le faire, je vais les regarder grimper. Si c'est quelqu'un qui a peur de la chute, par exemple, je vais aller voir, puis je vais des fois même filmer, puis je vais regarder, écoute, tu n'avais pas conscience nécessairement, mais ton pied commence à faire ça à ce moment-là. Tu commences à regarder en arrière. Tu commences à repositionner 3-4 fois ton pied. Ça, c'est le doute qui commence à prendre la place avant même que tu réalises que tu commences à avoir peur. T'sais. Fait que ça nous permet d'aller vraiment dans le quotidien, puis de modifier dans la réalité de la personne les comportements ou l'accompagner dans la modification des comportements qui sont nuisibles pour elle, qui sont pas adéquats dans le fond puis qui ne permettent pas d'être à son plein potentiel. Quand c'est adapté au sport, c'est quand même proche de la préparation mentale quand même. Là. C'est proche de la préparation mentale. La différence qu'on a, je trouve, puis je pense que c'est là que la psychologie, la psychoéducation, en tout cas en sport, se regroupent ou se rassemblent, c'est que versus en milieu scolaire, un TES, parce qu'il y en a qui me diraient « Ouais, mais l'éducateur spécialisé, c'est ça, sa job, d'être au quotidien, d'aller modifier des comportements. » Oui, mais nous, on a aussi l'évaluation de la situation, puis l'évaluation de la problématique. Fait que souvent, la psychologie versus la préparation mentale, donc psychologie du sport versus préparation mentale, va souvent aller plus loin dans les problématiques, puis évaluer un peu plus la situation, donc
la psychoéducation fait ça aussi. Donc, je vais aller sur le terrain, je vais observer, puis je vais évaluer où c'est la situation, comment est la situation, où est la problématique. Je vais utiliser des tests standardisés pour pouvoir faire une évaluation. Fait que, tu sais, le SQ pour l'épuisement sportif, qui est un test qui nous permet de voir si la personne est à risque de surentraînement ou d'épuisement. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment ce qui nous différencie de quelqu'un qui a plus une technique, les professionnels, d'avoir la capacité de faire une évaluation pour rendre un service, puis faire un plan d'intervention concret. Puis après, plutôt que d'être uniquement, je dirais, dans le bureau, ben on va sur le terrain quand c'est possible pour pouvoir vraiment modifier. Les psychos aussi, psychologues sportifs, s'ils font de la préparation mentale, acceptent d'aller souvent suivre les équipes et aller sur le terrain. Ben oui. Mais c'est pas tous les psychologues. Souvent, on va avoir l'image du psychologue clinique, là. Oui. Ben, je parlais cette semaine avec Éric Bédard, qui est médaillé olympique en patinage de vitesse. Puis lui, il dit qu'il n'a jamais vu ça, un préparateur mental dans un bureau. Durant sa carrière, il n'a jamais vu ça. Puis il en a vu lui personnellement, mais il a aussi été entraîneur pour des équipes nationales en Italie, en Allemagne. Puis il dit, tu sais, c'était souvent dans l'aréna, après une pratique, tu sais, on va dans un café. Fait que oui, il y a effectivement cette différence-là. Le psychologue sportif va souvent plus être dans un bureau, plus un rôle traditionnel. Puis travailler un peu plus, pas juste le sport en fait, là, la vie quotidienne. Il va y avoir l'aspect thérapeutique et l'aspect sportif, je pense. Là. Fait que, OK, ben ça clarifie quand même, pour moi en tout cas, j'espère que ça clarifie aussi pour les gens qui écoutent. Pleine conscience, ben on en a parlé un peu tantôt, mais comment ça se définit la pleine conscience? La pleine conscience, c'est le mot qu'on entend le mot du jour. Hein? Ben, il y a eu une grosse mode, là, une couple d'années. J'ai l'impression que ça s'est calmé un peu, là, que ceux qui faisaient ça juste pour être Instagram famous, ils ont mis ça de côté, là, tu sais. Mais ouais, qu'est-ce que c'est? En fait, la pleine conscience, je vais définir, puis je vais quand même faire un bébé historique, là, je n'irai pas trop loin là-dedans, mais la pleine conscience, c'est un art qui vient plus du bouddhisme, dans le fond. Là. Je dis un art parce que c'est tout un art, ce qui est ça, mais en fait, ça a été intégré en Occident par Jon Kabat-Zinn, qui est, lui, plus professionnel de la santé, dans le fond, là, qui est psychiatre, si je ne me trompe pas, un psychologue-psychiatre, à mon souvenir, c'est psychiatre. Puis, dans le fond, lui, il a mis en place dans une clinique de gestion du stress, il a mis en place un programme de pleine conscience de 8 semaines, le MBSR, qui est vraiment connu pour ceux qui s'intéressent à la pleine conscience. As-tu suivi la formation? Je n'ai pas suivi le MBSR, j'ai le manuel, tout ça, puis mon directeur de maîtrise a suivi le MBSR. Mais bref, à mon image, à moi, je trouve que d'apprendre à enseigner un programme X, c'est pas ce qui me parlait. Je suis plus aller dans des formations sur la pleine conscience, puis sur développer la pleine conscience de façon générale. Mais bref, je vais aller plus loin que de juste apprendre à enseigner un programme. Ouais. Mais ceci étant dit, dans le fond, lui a amené ça, puis c'était pour gérer les douleurs et le stress chronique, dans le fond. Et suite à ça, vu qu'il y a vraiment la littérature s'est penchée là-dessus, tu sais, il y a eu des évaluations de son programme, des évaluations un an après, puis tout ça, puis il y avait vraiment beaucoup de résultats par rapport à la tolérance à la douleur, puis une meilleure gestion du stress. Ben, en fait, on dirait qu'il y a eu comme une lumière qui s'est allumée, puis là, ben, les professionnels de la santé se sont mis à se pencher là-dessus. Il y a beaucoup d'études à l'UQTR. Il y a Frédéric Dionne qui fait énormément d'études sur la douleur chronique, comment la pleine conscience peut aider à ça. Oui. Ouais. Ouais, puis ça l'aide. Ouais. Oui, je pense que ça commence à être assez prouvé. Là. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, tout ça a pris de la place, puis veut pas, à un moment donné, ben, les athlètes se sont dit, ben, pourquoi pas nous aussi, si on voit que ça gère le stress, que ça se distancie des pensées parasites, que ça a une meilleure tolérance à la douleur. Écoute, ça parle à un athlète, là. Fait que les coachs se sont mis à se pencher là-dessus. Il y a eu des recherches, des programmes qui se sont montés, puis il y a quand même 3 programmes, là, qui sont utilisés plus en sport, mais c'est en méditation pleine conscience, pas en yoga, mais en méditation pleine conscience. Comme ACT, par exemple? Mon Dieu. Acceptance Commitment Therapy. Oui, ben dans le fond, ça, c'est l'approche, mais il y a le MAC, là, puis il y a un autre, le MPSE, à mon souvenir. Mais bref, puis le MTS ou MTTS, là, bref, le dernier qui est sorti, là, les noms longs comme ça, qu'il faudrait que j'ouvre un document, pour vous dire. Mais bref. Ceci étant dit, la pleine conscience, ça, c'est l'historique de la pleine conscience. Puis là, bon, on regarde de plus en plus précisément des sujets précis comme moi, la prévention de l'épuisement sportif.
Mhm. en utilisant la pleine conscience. Ceci étant dit, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? La pleine conscience, c'est la capacité à être complètement dans l'instant présent, sans attente ni jugement. OK? Là, hein? Ouais, ça veut dire d'être capable de être dans l'instant présent puis de réaliser ce qui se passe ici, maintenant, sans juger l'expérience. C'est-à-dire que si j'entends un son, peut-être que je vais être portée de me dire « Voyons, il est bien fatigant, ce son-là. » Mais en fait, c'est de réaliser que j'ai envie de juger l'expérience, de dire « C'est bien fatigant, ce son-là. » Puis de dire « Ben, je prends conscience de la pensée, mais je réécoute le son pour ce qu'il est. » Et pas me centrer sur « il me gosse le son, c'est vraiment fatigant ». Puis là, de laisser cette pensée-là prendre plein d'espace, puis là, finalement, de plus être centré dans l'instant présent, puis plus profiter de l'instant présent. Fait que là, on fait ça avec les sons, mais avec les pensées, les émotions. Fait que l'objectif, c'est d'être complètement ici maintenant, de se centrer sur quelque chose dans l'instant présent. Et le yoga, ben, c'est le mouvement, parce que comment on se place dans notre corps, la respiration. Ça peut être d'observer les sons, ça peut être, on fait plein d'expériences. Le MBSR avait fait cette expérience-là, puis c'est réparti après parce que ça fait une bonne technique d'impact, là, mais tu sais, de goûter quelque chose en pleine conscience. On est porté à boire un café, puis on boit une gorgée, puis on continue, tu sais. Tu te rends compte qu'il est fini à un moment donné, puis tu te souviens pas tant d'avoir bu un café. Exact. Mais tu sais, de prendre une gorgée, puis de réaliser, tu sais, je le sens où dans ma bouche, tu sais, quel effet ça fait quand ça descend. On dit pas de boire chacune des gorgées de café, mais c'est ce genre de geste-là. Si je suis dans une réunion, puis que ce qui est en train de se dire, ça vient me chercher, ça me pompe, j'ai bien l'impression que je perds mon temps, ben de prendre une gorgée de café, puis de te centrer sur ce que ça fait qu'on arrête d'être dans notre tête puis de monter, je dis souvent un mammouth, là. Donc souvent on part avec une pensée que là c'est devenu un monstre, puis là ça prend toute la place, puis on n'a plus de réceptivité pour le reste. Fait que de se centrer sur nos sens, comme boire une gorgée de café, prendre 5 respirations, ben ça fait baisser cette tension-là, puis on est capable de revenir à la réunion pour ce qu'elle est, plutôt que de rester sur ce qui est venu nous heurter, dans le fond. Il n'y a pas des... comme des... j'ai le mot valeur en tête, là, mais... fondements. Des fondements, tu sais, l'acceptation, observation, tu sais, il n'y a pas des affaires de même, là, si on parle de la même chose, il y a des fondements quand même, tu sais, le non-jugement, l'acceptation, il y a l'esprit débutant qui est mon préféré, justement, là, de revenir à ce qu'on fait au quotidien, de le voir pour ce qu'est, comme une nouvelle expérience, en fait. Parce que si je passe à mon café préféré à chaque matin, que je vais me chercher un café, je peux être sur le pilote automatique à garder mon téléphone, puis là, tu sais, quasiment je rentre, puis la personne me sert déjà mon café parce qu'elle sait que je vais prendre. Ben, le confinement va avoir été bien pour ça, parce que le retour à toutes nos activités, après, on dirait qu'on profitait plus. C'était comme si on recommençait quelque chose à chaque fois, là. Vraiment. Ouais. Mais c'est le premier restaurant là, que je suis allé, c'était comme « Wow, je suis dans un restaurant. » là. Oui. Mais tu sais, de le faire au quotidien, on ne dit pas de s'émerveiller sur chaque petite roche qu'on croise sur notre passage. Mais tu sais, de dire, ben peut-être que si ce matin-là, j'avais été pleinement consciente, j'aurais peut-être vu quelque chose que j'ai jamais remarqué, j'aurais peut-être vu une personne avec qui j'aurais connecté, que là, j'ai même pas levé le regard pour regarder cette personne-là, tu sais. J'aurais peut-être essayé une nouvelle sorte de café, peu importe, là. Mais tu sais, c'est souvent l'effet, puis moi, le parallèle que je fais, là, c'est souvent être en auto puis faire « Ah, on est déjà rendu là » ou être en auto puis là, se mettre à regarder faire « Ah, il y a telle maison là. Ah, j'avais jamais remarqué qu'il y avait ça. » Ben ça, c'est l'esprit débutant. C'est d'ouvrir notre regard sur l'instant présent plutôt que de refermer notre expérience selon notre conception qu'on a de l'expérience. Moi, des fois, par exemple, je me rends compte que des fois, j'essaie de le pratiquer puis je me dis « On dirait que j'ai pas le goût d'être en pleine conscience. » Tu sais, des fois, j'ai le goût de profiter de juste la route pour être dans mes pensées. Là, tu sais. Fait que j'imagine qu'il y a-tu des... Tu sais, on n'a pas à être non plus en pleine conscience en tout temps. Ça serait impossible. Ouais. C'est impossible. Parce qu'on dirait que il y a un bout que, justement, je lisais beaucoup là-dessus, puis là, j'essayais comme... On dirait, je me disais, il faut tout le temps que je sois en pleine conscience, là. Il faut que je profite. Puis là, on dirait que ça faisait l'effet inverse. On dirait que j'étais plus capable d'apprécier. J'ai l'idée vraiment en auto. Je me souviens d'être en auto puis de me dire OK, il faut que je regarde les arbres puis tout ça. Mais pour moi, être en auto, c'est écouter de la musique puis être dans mes pensées. Fait que des fois, on dirait que ça peut aussi être too much puis enlever une expérience, là, j'imagine. On s'entend que les moines, c'est ça, les moines bouddhistes, là, c'est ça leur aspiration. Dans le fond, là, selon j'ai envie de dire la légende, mais c'est pas ça, là, selon l'histoire ou le mythe, vision. C'est un mythe ou... Ben non, mais c'est selon, c'est pas tout à fait une religion, là, mais selon la vision du bouddhisme, là, puis des moines, dans le fond, c'est l'histoire dit que
s'ils arrivaient à être pleinement détachés de tout jugement, puis à être à 100% en pleine conscience, ben ils atteindraient, dans le fond, le summum, puis le X qu'ils cherchent. Puis dans le fond, le fait qu'ils n'arrivent pas à le faire, ben ils se réincarnent continuellement dans le bouddhisme pour pouvoir arriver à atteindre cette, je dirais, perfection-là. OK. Fait que c'est de là que ça vient, l'idée de... Peut-être qu'on pense que c'est ça, il faut tout le temps être là-dedans, mais pas ça, du c'est... tout, du tout. Puis, en fait, c'est que c'est juste impossible. Ouais. Là. Puis plus qu'on développe un mode conscient, plus qu'on va développer le moi observateur qu'on appelle, fait que se voir aller dans le quotidien, c'est ça qu'on vise par la pleine conscience. Ça, on passe par le tapis, le yoga, la méditation, mais l'objectif, c'est quand on voit une vague arriver, ben on va voir qu'on aurait tendance à prendre tel comportement qui n'est pas nécessairement adéquat. Je vais dire réagir plutôt qu'agir. Puis on apprend réaliser à agir à la place. Ouais, réaliser que là, tu te sens pas bien, fait que tu te distrais, tu pognes ton sel, puis t'es plus dans le moment. Fait exact. Que, mais tu sais, ça veut pas dire que pour là, la solution... Tu sais que tout le temps, la solution, c'est d'être à 100% dans l'instant présent. Puis quand on développe un mode de vie conscient, des fois, là, on va réaliser que c'est fatigant un peu parce qu'on se voit aller. On se voit tout le temps aller. Ouais. Puis il y a des fois où on fait délibérément le choix, ben aujourd'hui, là, je vais mettre la switch à off, puis même si je fais « Ah, j'ai-tu vraiment envie justement de regarder mon téléphone? Il me semble que ça fait longtemps que je suis là-dessus. » Ben, tant pis. Je vais y aller, puis j'assume qu'aujourd'hui, je fais ça, puis demain, je serai juste plus dans c'est avoir un équilibre. Là. Vraiment. Ouais. Puis comment ça peut servir à un athlète de pratiquer la pleine conscience? En fait, ça sert à beaucoup, beaucoup de choses. La clé, c'est comment la personne va réussir à l'intégrer dans sa réalité, son quotidien. Comme je disais... Chaque sport a sa spécificité aussi. Là. Oui, puis c'est surtout, moi, quand je travaille avec un athlète puis que j'intègre la pleine conscience, je vais m'assurer de ne pas rajouter à son horaire une période trop importante. Je le ferai pas. Si lui, ça ne parle pas de s'asseoir pendant 10 minutes, 15 minutes, faire une méditation guidée, je vais essayer de l'intégrer dans son échauffement, dans son étirement à la fin, dans une routine d'éducatif, parce que plus que tu es conscient de ton mouvement quand tu fais quelque chose, c'est de la pleine conscience aussi. Comme par exemple, pourrais-tu faire ton échauffement avant l'escalade en prenant vraiment conscience des mouvements que tu fais, ou faire les V0, V1 en faisant chaque mouvement au ralenti, puis en prenant conscience de quand tu déposes ton pied, comment tu te sens? Oui, vraiment. Okay. Puis j'ai travaillé vraiment différemment. Là. J'en avais 2 cet automne vraiment opposés. Là. C'était assez drôle à voir là, de mon point de vue. Je dis drôle, mais c'est parce qu'ils étaient tellement opposés. Mais les 2 travaillaient. Je commençais à intégrer la pleine conscience avec eux. Mais il y en avait une qui c'était vraiment, ben moi, je médite, puis j'aime ça. Tu sais, je m'assois, je mets mes écouteurs, je médite. Puis quand on arrive proche d'une compétition importante, ben j'amplifie la méditation, puis ça fait partie de ma routine, ça me fait du bien, puis j'aime ça. Puis un autre que c'était, ben moi, je veux rien savoir, méditer, et c'est correct. Bon, ben parfait. Ben quand t'es dans tes temps d'arrêt, mettons, entre 2 blocs, ben plutôt que d'écouter la musique ou de te distraire avec des amis, ben je veux que tu prennes 2 minutes puis que tu sois conscient de juste ta respiration ou que tu sois conscient juste, ben écoute, si tu veux maintenir ton échauffement, fais des mouvements d'échauffement, va dans un bloc récupérateur vraiment facile, puis fais-le lentement, justement, dépose ton pied, prends conscience de ton épaule qui reste bien placée, va chercher la prise, tu sais, mais d'intégrer la pleine conscience différemment, mais les 2 avaient l'objectif de se distancer des pensées qui freinent. Mais un, c'était dans ces transitions. C'est le même outil, mais utilisé très différemment. Exactement. Puis ça peut-tu aider, parce que, désolé ma blonde, mais je vais dire que elle n'est pas capable de savoir elle était placée comment quand elle fait de l'escalade. Je dis, t'avais le pied là, elle dit, je me souviens même pas, j'étais comment. Ça peut-tu aider, ça, justement, à se placer au niveau visio-spatial? Oui, ça développe la conscience physique. Rendu là, on a chacun notre capacité. Ouais, c'est aussi... Il y a des personnes qui ont la conscience physique, c'est incroyable. Il y a des personnes qui vont être... ça va être plus compliqué, plus difficile pour eux de développer une conscience physique, mais c'est sûr que de prendre conscience maintenant, ressens comment tu t'es placé. On fait ça en yoga. Place-toi, puis ressens comment ton genou est placé maintenant, comment le bas de ton corps est placé. Souvent, en guerrier numéro 2, ceux qui connaissent le guerrier numéro 2, bref, c'est une ouverture de hanche, puis on a tendance à refermer la hanche, ramener le genou vers l'intérieur, puis moi, je replace souvent le genou, puis là, je fais réaliser comment vous êtes placé maintenant. Puis quand on arrive à l'autre côté, ben placez-vous, puis là, je vois tout de suite ceux qui ça a été intégré d'un coup. Ils le font tout de suite,
OK, ceux-là, ils pensent qu'ils sont placés, mais ils sont pas placés. Ouais. Ceux-là, ça risque d'être Ben, c'est ça, il y en a difficile. qui pensent qu'ils sont corrects, là, mais Oui. ils sont juste pas capables de se représenter visuellement Ouais. peut-être d'un point de vue extérieur. Là. Oui, fait que, tu sais, oui, ça l'aide, c'est sûr que ça l'aide, mais on a chacun nos capacités, puis Mhm. nos forces à différents endroits. Fait que, tu sais, Ouais. ça viendra pas à 100%. Mais c'est ça, j'ai pas nécessairement répondu à la question des effets, là. Je sais pas si tu veux que je revienne à cette question. Ouais, ben, effectivement, moi aussi, des fois, Je bifurque. on peut retourner. Mais en fait, les effets, là, justement, parce que ça me fait penser à la Ouais, conscience physique. peut-être oui, pour ça ces va deux aider. athlètes-là, justement, as-tu vu des effets, ils t'ont-tu parlé des effets que ça a eu? Oui, ben en fait, de façon générale, là, les effets, on va avoir une meilleure régulation de l'attention, c'est-à-dire une meilleure capacité à revenir dans l'instant présent, à garder son focus sur quelque chose qu'on doit faire, justement, à pas partir dans notre tête, tout ça. Ou si on voit une pensée arriver, faire « Oh, je suis en train de partir ailleurs, je me ramène Mhm. Fait que ça, on va avoir une meilleure régulation de l'attention, une meilleure régulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir moins d'intensité dans nos émotions, donc on va travailler ça avec les personnes qui, justement, le stress va les envahir, ou la colère va les envahir, ou la peine va les envahir, puis là, ils deviennent trop envahis par ça au point où ils sont plus capables de faire une tâche qui est demandée, Mhm. tu sais. Comme en compétition, mais ça va être le stress au fait que je suis pas allée sur le podium, exemple, ou que j'ai pas eu mon classement parce que j'ai eu tellement de stress que finalement, j'étais plus concentrée sur le bloc, sur la voie, sur ma course, sur mon rythme, peu importe, là, le sport. Donc, ça va amener une meilleure régulation, c'est-à-dire une intensité moins importante des émotions négatives, un revenir au neutre plus rapidement aussi. Donc, l'intensité va être moins importante, puis la durée moins longue. C'est pas de pas avoir d'émotions, c'est non. de les gérer, d'être soit les augmenter, soit les diminuer selon ce que tu veux. Aussi, selon chaque personne a une intensité optimale dans son sport, je pense. Là. Ouais. Fait que c'est ça, les émotions peuvent aider ou ils peuvent nuire. Là. Tu sais, Oui, puis tu sais, ça, c'est une erreur humaine, là, beaucoup, là, parce que je dis humaine, parce que c'est en général, on passe tout par là. On n'aime pas être dans l'inconfort, puis l'humain est fait pour survivre aussi à la base. Donc, quand on vit une émotion négative ou qu'on vit une situation négative, puis là, je dis négative, mais moi, quand j'interviens, je travaille avec inconfort, confort. Mais négatif, je sais que ça parle au monde. Négatif, tu sais, on n'aime pas ça, c'est pas Ouais. le fun. Donc, quand on vit une émotion négative, souvent, on va associer ça en disant « Bon, mais c'est beau, je ferai plus telle affaire de bord » ou « Tu sais, je vais vouloir fuir de ce que je suis en train de vivre » ou « affronter, mais à outrance ». Puis en bloc, je le vois. Je les vois en accompagnant du monde ils vont se mettre à stresser, puis là, il y en a qui vont figer. Mais il y en a qui vont vouloir fuir, qui vont dire « Ah, ce bloc-là, là, écoute, je vais faire un essai, là, mais je sais que... » Puis il y en a Ouais. d'autres, ils vont se mettre, là, ils réfléchiront plus, ils vont y retourner. Puis là, ils viennent de tomber dans un mode survie, là. Ouais. Incroyable. Là, quand je reprends ça en préparation mentale, ils font comme hey, je me voyais pas aller, là, mais c'est clair que tu sais, je l'ai échappé. Là, Ouais. là. Fait que, tu sais, ça, c'est humain de faire ça. Là. Fait qu'on on veut affronter au bout pour comme détruire l'émotion ou la fuir parce qu'on n'aime pas ça. Mais en fait, la pleine conscience nous apprend qu'une émotion, c'est une vague. Fait que, OK, c'est inconfortable, mais fais de la place, exprime-la, ressens-la. On veut pas se complaire là-dedans, mais si on laisse de la place, puis qu'on se dit, OK, j'ai de la peine. Si tu as envie de pleurer, pleure. Mhm. Puis après, de dire, ben OK, qu'est-ce que j'aurais de besoin ensuite pour pouvoir m'aider? Souvent, l'émotion, c'est une vague. Puis là, plutôt que de se laisser envahir, on va la surfer, puis Ouais. on va redescendre. Puis, par quoi commencer quand tu veux pratiquer la pleine conscience? Là? La Si tu veux pas faire la formation de 40 jours, je pense que c'est ça, 40 jours de... La MBSR, c'est intense, là, mais oui. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce qu'il faut garder en tête, ce que je dis souvent, c'est que le MBSR, tu sais, vous irez voir, là, tapez MBSR, ça va sortir, c'était fait pour stress chronique et douleur chronique. Donc, une problématique. Mhm. OK? Puis une problématique chronique, ça veut dire qu'il y a eu des essais souvent avant, beaucoup, là, donc c'est très ancré. Il y a eu des essais d'intervention, beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'était intense dans la durée, Mhm. dans la fréquence. Donc, tu sais, il ne faut pas tout comparer à est-ce que je dois faire 1 heure par jour, des fois 2 heures et demie, là, la séance. Ouais, Tu sais, bon. assez intense. Hein? Donc, l'objectif, c'est d'intégrer des petits moments en pleine conscience. J'ai fait une affiche que j'envoie souvent, là, mais bref, c'est d'utiliser, de se diversifier,
puis d'utiliser différents petits outils au quotidien. Donc oui, la méditation, ça peut être très utile parce que la méditation guidée, exemple, là, si vous allez sur ma chaîne YouTube puis vous prenez respiration là, pendant 10 minutes, là, méditation sur la respiration consciente, ben quelqu'un vous dit quoi faire. Fait que quand vous partez dans votre tête, ça ramène. La méditation, c'est comme un training à être dans l'instant présent. Fait que ça peut être vraiment utile parce que si vous en faites parce que ça vous parle 10 minutes, 3-4 fois par semaine. Puis là, t'es dirigé, il y a quelqu'un qui dit quoi faire, là, parce que quand tu commences, tu sais pas trop. Là, non, puis même moi, là, m'asseoir puis respirer, des fois ça marche, puis des fois j'ai besoin là, d'être guidé. Ben même moi, là, à chaque fois que j'ai médité, ça me prenait tout le temps un audio, là, une méditation guidée qui me dirige. Là, je pense que moi, ça fonctionne mieux pour moi. Oui. Donc, la méditation, c'est un objectif, c'est une façon, un moyen, mais les sens ou le mouvement sont aussi des moyens. Oui, ben c'est ça, les sens sont un bon cue, là, mais pas se concentrer sur les 5 sens, là, en choisir un, par exemple. Ben, à un moment donné, là, tu vas être capable d'avoir différents sens. D'en ajouter, là, d'avoir conscience que tu sens telle chose, que tu entends telle chose, puis bon, tout ça. Mais au début, un des défis, c'est d'en prendre un parce que sinon, on devient submergé, puis c'est sûr qu'on part dans nos pensées, puis on analyse. T'sais. Le cerveau est fait pour analyser l'expérience. Comme par exemple, moi, quand je cours, des fois, je me rends compte, j'ai une pensée qui apparaît, puis je me mets à me dire je pourrais ralentir. Je commence à être fatigué. Je pourrais marcher pour le reste. Je veux faire 5 km, m'en reste 2. Je pourrais marcher pour le reste. Puis dernièrement, cette année, je me suis mis à me concentrer sur ma technique au niveau de mes pieds. Genre. Je compte 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fait que ça, en tant que tel, c'est de la pleine conscience. Ah ouais? Ouais, mais en fait, oui, parce que, en fait, tu peux compter 1, 2, 3, puis ça ne devient pas de la pleine conscience, tu t'es juste concentré sur les chiffres, mais souvent, quand on fait le 1, 2, 3, on est conscient du mouvement sur nos pieds, que nos pieds arrivent au sol en même temps. Ça, c'est la pleine conscience, de sentir comment que tu le déposes, puis... Exactement, tu sais, puis... ça, on va travailler beaucoup avec ça, on va travailler sur le fait que quand tu viens envahi, moi... Souvent, les gens vont courir avec la musique. Des fois, c'est ça aussi, ouais. Puis, des fois, ça va les aider parce qu'ils vont se concentrer sur la musique. Mais moi, quand je deviens trop envahi par une pensée, c'est comme si la pensée, c'est de crier plus fort que la musique plus fort que la pensée. Puis là, ça devient comme ça bourdonne, là. Donc, d'enlever la musique, de me concentrer sur les bruits autour pour faire que tout redescend. Donc, quand on parle de sens, la foulée, le pied qui se dépose, les bruits autour, regarder autour. Tu sais, des fois, je vais dire, OK, là, je cours vite, ça devient intense, puis j'étais allée sur le bord de l'eau, courir, puis je vois même plus l'eau. Là. Fait que de tourner mon regard pour regarder le paysage. Profiter d'où ce que t'es, de l'environnement, puis... Exactement. OK, fait que c'est ultra simple, dans le fond. Ça se fait n'importe où, n'importe quand. Oui. Le défi, c'est d'être... Ultra simple, mais pas facile. Non, puis en même temps, c'est de le faire tout le temps. Ouais. Parce qu'on a tendance à lâcher ça en se disant c'est pas vraiment important, mais... Je cherchais le mot, mais le but, c'est la constance. Fait que, tu sais, si tu te dis, ben aujourd'hui, je vais aller courir, puis je vais faire un 5 minutes en pleine conscience, mettons au début, ma technique, ou quand je vais devenir fatiguée, ben je vais intégrer ces outils-là en pleine conscience. Ou, tu sais, je vais faire mon échauffement demain en pleine conscience, je vais faire une méditation après-demain, je vais faire un yoga après-demain, ben là, il y en a tout le temps un petit peu. Il y a tout un moyen de trouver. La différence. Ouais. Puis souvent, le problème, c'est que quand je travaille avec... tu sais, je travaille beaucoup avec des ados, fait que ado étant... je vais le faire de ma façon, ou... bon, je sais comment ça marche. Ouais. Fait que à ce moment-là, ils vont me dire, ben j'ai essayé, madame, ça marche pas, qu'est-ce que t'as fait? OK, ben mettons, c'était la respiration. Ben l'autre fois, j'étais stressée pour l'examen, j'ai respiré. OK? Mais t'as-tu respiré d'autres journées? T'sais? Le problème, c'est qu'on va vouloir l'utiliser juste quand ça marche pas. Mais quand ça marche pas, exemple, quand on court et qu'on devient vraiment intense, on n'a jamais pratiqué ça avant, puis que tu dis au cerveau, OK, concentre-toi sur ta respiration, OK, ça se pourrait que le cerveau, il fasse non. Moi, je connais pas ça, je suis en état d'alerte, donc comme je connais pas ça, puis je suis en état d'alerte, je vais utiliser ce que je connais. C'est sécurisant, c'est sécuritaire. OK? Donc, faut vraiment le travailler, il faut l'entraîner comme un geste technique. C'est ce que je dis aux athlètes tout le temps. Combien de fois tu as travaillé ton geste technique avant d'arriver à le faire comme tu le voulais en compétition? T'sais? Ben, c'est la même chose. Un défi quand même d'amener l'importance de l'aspect mental. Là, je trouve c'est quand même discuté de plus en plus, mais surtout avec les ados, peut-être un peu plus à mesure de l'expérience, ils se rendent compte, OK, oui, effectivement, mon mental me joue des tours des fois. Oui, puis je pense que ça dépend des coachs. Il y a beaucoup d'éducation à faire avec les coachs. Oui. Parce qu'il y a des coachs qui viennent de l'ancienne mentalité où, tu
sais, no pain, no gain, là, j'ai envie de Ouais, dire. ouais. C'est la même chose pour le mental. Ben, tu sais, si t'es pas capable que je sois rude avec toi, puis que tu te mets à pleurer dans le coin, t'es peut-être pas faite pour ça. Fait qu'ils verront pas qu'il y a un travail à faire, tu sais, envers eux, mais aussi envers Clairement, l'athlète. là, ouais. Tu sais, Parce que rendu là, c'est un problème de coaching aussi au niveau de la communication, là, tu sais, Ouais. c'est... Mais Ouais. si on est capable de passer par les coachs puis de faire valoir ça, souvent les coachs vont transmettre ça à leurs athlètes. Puis là, on voit même à dos qu'il n'y a pas de problème à venir me voir. Puis pour eux, de nommer clairement les trucs, on le voit la différence selon comment le coach est. Ouais, ouais. On va parler un peu d'escalade, on en a parlé un peu, mais j'aimerais ça qu'on parle des limites qu'on se met en escalade. C'est facile de se mettre des limites avec les cotes. Oui. De se dire, OK, une V7, j'ai jamais fait de V7, je l'essayerai pas, ça donne rien. Moi-même, je suis coupable de ça régulièrement. C'est ça. Puis comment on peut travailler mentalement pour changer cette perception-là? Y a-tu des exercices mentaux à faire ou c'est plus une question d'habitude? En fait, la question est quand même pertinente. Elle est quand même large. Fait que tu me ramèneras s'il y a des choses que j'ai plus vers un endroit. Mais en fait, moi, quand j'utilise ça, on s'entend que j'utilise la pleine conscience qui fait partie des approches d'acceptation, là, comme pas l'approche, mais la théorie de l'acceptation. Puis ça, c'est l'approche cognitive comportementale. Mm-hmm. Okay? Pas vraiment important. Mais cognitive comportementale, c'est que ça fait des années là, que c'est en progression, puis ça progresse dans l'année. Puis c'est la 3e génération. Ouais, là, tu parles de théorie d'acceptation. thérapie cognitive et comportementale de 3e vague. Ouais. C'est ça. La 2e, c'était tout ce qu'on connaît de la préparation mentale actuellement, qui est la visualisation, la modification, la pensée modifier les pensées, modifier les comportements, plutôt que la 3e vague, c'est accepter les pensées, les émotions. Puis, exactement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, oui, on parle beaucoup de pleine conscience depuis le début, donc moi, je vais utiliser la pleine conscience, mais je vais la combiner aussi, parce que les autres ont fait leurs preuves. Ouais. C'est juste que, présentement, on se rend compte que plutôt qu'essayer de toujours supprimer ou modifier, il faut qu'il y ait une base d'acceptation. Il y a des moments où on va devoir supprimer une pensée quand tu es en pleine performance, exemple. Faut qu'on ait quelque chose d'efficace pour la supprimer. Puis après, on fera un retour conscient là-dessus. Mais dans le fond, on se rend compte que si on travaille en fond la pleine conscience, ça va être plus efficace après. Puis on va être capable d'avoir conscience plus vite de la pensée qui arrive, donc peut-être d'utiliser plus rapidement un outil pour pouvoir la contrer, donc être plus souvent dans le flow aussi. Donc la zone, ça fait partie des effets qui sont répertoriés de la pleine conscience. Ceci étant dit, moi je travaille avec les deux, c'est pour ça que je disais ça, c'est-à-dire que quand on se dit, écoute, j'ai une limitation, que ce soit une limitation de la hauteur, de la cote, une limitation, je vois ça beaucoup chez les filles, entre autres, une limitation parce qu'il y a telle fille qui est dans le gym que j'admire beaucoup, donc je n'irai pas risquer de faire le bloc qu'elle essaye. À part du jugement. C'est ça. Fait que tout ça va faire que la première étape, c'est que ça va être de réaliser. Fait que souvent, moi, je prends un tableau, là, puis je fais une map, là. Tu sais, qu'est-ce que, quand il se passe telle chose, tu te dis dans ta tête? Fait qu'exemple, je veux pas faire de vaisselle. Je me dis, je suis pas rendue là, voyons, telle fille est bien plus forte que moi, puis elle arroche dedans. Et bon, fait qu'on va toutes sortir les pensées parasites de ça. Puis, dans le fond, en sortant les pensées parasites, je vais dire, qu'est-ce que tu utilises, toi, pour t'aider? Puis là, des fois, c'est rien du tout. Des fois, c'est... J'écoute cette pensée et je la prends comme une réalité. Des fois, c'est je respire. Des fois, ils ont vraiment certaines pensées qui vont les aider dans certains moments. Donc, des fois, je me dis que oh non, c'est pas grave, j'ai le droit d'essayer. OK, tu y crois-tu à cette pensée-là sur 10? J'y crois à 6 sur 10. OK? Mais si la personne croit à cette pensée-là 6 sur 10 de, c'est pas grave, je peux l'essayer moi aussi, à ce moment-là, de 6 sur 10, c'est dans quelle situation qu'elle va t'aider à te propulser? Si je suis toute seule dans le gym, si je suis avec quelqu'un je sais qui est plus bas que moi en code, bon. Fait que là, on va se mettre à modifier cette pensée-là. OK? Ou à se visualiser. Ou à juste accepter cette pensée-là. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a plusieurs possibilités que je te dis, mais ça dépend de la personne qui est devant moi, ce qui parle, ce à quoi elle adhère. Okay? Il y en a pour qui, là, la première étape, moi je dis toujours que c'est la pleine conscience, parce que c'est mon approche, mais en même temps, parce que la première étape, c'est de réaliser, donc d'être conscient. Fait que la personne, si le fait qu'elle
être assis, puis qu'elle réalise que, oh, j'ai cette pensée-là, que, ça modifie ma respiration, que ça tend mes muscles, le fait de penser à ça, puis que ça me dirait, va pas là, j'ai envie de fuir. Ben, il y en a que de juste réaliser ça, de respirer, ça va faire baisser, puis ils vont y aller. Ils vont l'essayer. Il y en a que ça va être ça parce que le niveau de stress n'est pas au max. Fait qu'ils vont être capables de gérer par là. Quand c'est trop élevé, là, des fois, c'est trop loin. Faut diminuer le stress avant, mettons. Là. Exactement. Ouais. Fait qu'il y en a d'autres que ça va être, ben OK, comment on peut te donner une pensée positive? Comment on peut te donner un mot-clé pour pouvoir te dire, là, tu es en train de partir dans tes pensées, comme reviens. Puis, est-ce que des fois, tu dis, tu sais, justement, changer une pensée, est-ce que tu vas dire à la personne de se répéter cette pensée-là, la nouvelle pensée positive, là, comme par exemple, je suis peut-être capable, finalement, de faire une vaisselle. Est-ce qu'il y a une répétition de ça pour l'intégrer? Ben, en fait, ça va être une répétition, mais ça va être de choisir une bonne pensée positive aussi, parce qu'il y a quand même des caractéristiques qu'on néglige de la bonne pensée. Bien la formuler aussi. Oui, là. que ce soit positif, que ce soit clair, que ce soit réaliste, vrai, puis qu'on y croit. Souvent, là, y croit, là, on prend pas le temps à regarder. Peut-être tu dis, je suis capable de faire une vaisselle, mais tu y crois pas. Là. Exactement. Ouais. Mais si tu dis, c'est un bon défi. Il peut rien arriver sauf que je tombe. Ouais. C'est vrai, là. Ouais. Fait que ça se peut que cette personne-là fasse ben c'est vrai. Il peut rien arriver sauf que je tombe. Puis, des fois, tu te rends compte que tu es capable de faire un mouvement finalement. C'est encourageant, j'ai été capapable de faire le début. Puis là, tu bâtis là-dessus. Oui, puis quand tu dis entraîner ou dire est-ce qu'on va la répéter, c'est plus que moi, je vais apporter la désensibilisation, un peu comme avec la chute, quand on travaille la chute. Là, on va commencer, tu sais, en lead, on va commencer en dessous de ta dégaine. Tu viens de clipper, la dégaine est au-dessus de toi, fait qu'il arrive rien, ça fait un petit tout, quelques centimètres, je tombe. Là, après, à ta dégaine, après, un petit peu au-dessus de ta dégaine. Bon, c'est la même chose, je veux dire, qu'est-ce qui pourrait t'aider? D'où le contexte tantôt, là. Tu y vas quand t'es avec quelqu'un qui grimpe moins fort que toi. Exactement. Tu y vas quand le gym est quasiment vide. Puis, on les leviers, puis là, d'où le vécu partagé aussi en psychoéducation ou en préparation mentale, tu sais, de dire, est-ce qu'on pourrait y aller ensemble, une journée où il y a, tu sais, un heure où il n'y a pas grand monde dans le gym, ok, parfait, on va y aller ensemble, puis on va utiliser des outils ensemble, parfait. Est-ce que tu pourrais y aller avec ton ami avec qui tu es confortable, ok, puis là, on va y aller étape par étape pour que la personne, finalement, elle soit capable d'y aller devant la fille qu'elle admire, finalement, à la fin, tu sais, puis souvent, il y a des exceptions, mais souvent, ce qu'on va vivre, c'est que la personne va finir par y aller devant la personne qu'elle admire, puis la réponse qu'elle va recevoir de la personne va briser la peur qu'elle avait, parce que souvent, l'autre fille, même si elle est plus forte, va l'encourager, parce que c'est ça la communauté d'escalade, souvent. En général, là. Fait que, tu sais, souvent, c'est les pensées parasites. C'est pas nécessairement la réalité, mais la pensée de la personne devenait la réalité. Fait que on va désensibiliser, on va la faire réaliser quand elle arrive, cette pensée-là, pour qu'elle puisse la prévenir puis intervenir dessus par plein d'outils qui existent. Ouais. Puis des fois, ça peut être juste de faire réaliser à la personne pourquoi je te voyais regarder cette voie-là, pourquoi t'es pas allé? C'est pas mon style finalement. Puis là, juste en le disant, tu lui dis pourquoi c'est pas ton style. Puis là, elle réalise comme je sais pas, je vais l'essayer. Dans le fond, tu le sais pas avant de l'avoir essayé, là. Puis, t'aurais-tu un exemple? On a parlé t'as quand même donné beaucoup d'exemples comment la préparation mentale peut aider, mais qui pourrait, si t'en as un autre vraiment concret, qui pourrait démontrer l'importance de l'aspect mental en escalade, que ce soit ton expérience personnelle ou un client que t'aurais eu, là. En fait, je vais y aller de mon expérience personnelle et d'un client, comme ça on va régler le problème. Parfait. Mon expérience personnelle, comme je disais, j'ai une personnalité quand même anxieuse. Donc, quand j'ai décidé que, justement, je me remettais toutes mes blessures, puis là, je pouvais chuter, puis que j'ai décidé qu'il y avait un été où je m'entraînais un peu plus, puis que je voulais sender des projets, j'y croyais plus tant. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs pensées, justement, limitantes, de peur d'avoir mal, peur de chuter, puis toutes sortes de choses qu'il y avait. Puis là, je me suis dit, voilà, je suis en train d'enseigner à des jeunes du gym, entre autres, comment utiliser ça. Faut que je l'utilise. Ouais. Que j'ai commencé à utiliser, moi, la visualisation technique marche beaucoup pour moi, c'est-à-dire de me voir faire les mouvements, de la voix. Moi, j'aime beaucoup la voix, j'aime l'aspect créer un enchaînement, m'en souvenir, puis que j'ai l'impression de danser sur le mur après tellement que... tellement que les mouvements sont optimisés et parfaitement exécutés. Exactement, puis ça se passe quand même très vite. Puis j'ai vu une différence, moi, entre pas faire de visualisation, puis pas faire de méditation, que je pouvais passer
énormément de temps. Là, il y a un projet que j'ai passé un été de temps à essayer de sender, là, puis que ça marchait pas, à réussir à faire, puis que ça marchait pas. Puis l'été suivant, à méditer pour me calmer, pour prendre conscience que j'ai des pensées limitantes, à utiliser un mot-clé dans le gym en entraînement qui était grimpe. Donc, quand j'ai un mot, tu sais, quand j'ai oh merde, je vais chuter, oh non, je suis rendu là, ma chute va être clean, il y a plein de choses qui passent par la tête, je vais mourir. Il y a plein de choses que tu gèles, là, en fait. Là. Fait que dans ce temps-là, moi, le mot-clé que j'avais, qui m'était venu naturel, puis que j'ai entraîné dans des projets à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur, c'était grimpe. Quand je pars là-dedans, je me dis grimpe, puis go. Puis la visualisation, donc quand je suis allée faire un projet pour la première fois qui pour moi était inatteignable, qui était le même projet que j'avais essayé l'été d'avant, puis de visualiser clairement, OK, au crux, donc le moment difficile de la voix, j'ai fait ça, mon talon était placé de telle façon, c'est rendu que je visualisais tellement le projet que j'en ai rêvé, OK? Mais en 3 fois, je l'ai sorti le projet. OK? Puis je suis allée de faire la même chose avec un autre projet qu'au début d'été, je me disais, mon Dieu, je vais peut-être sender ça en septembre, octobre. Et la 3e fois, je sendais le projet. Donc, j'ai vu vraiment la différence s'installer. Ça, c'est mon vécu à moi. Donc, de dire, mettons, la même forme physique ou presque. Puis de dire, ben préparation mentale ou pas. Donc, limitation mentale ou pas. Ouais. J'ai travaillé longtemps. Ça fait longtemps que je travaille avec une autre cocotte en escalade. Je trouvais ça drôle que je dise cocotte alors que j'ai rendu, mais cocotte en escalade. Elle, c'était beaucoup justement la gestion du stress, la peur de la chute, les pensées parasites qui peuvent arriver, puis la récupération. Donc, gestion justement du stress versus récupération, donc la fatigue qui prend vraiment le dessus, puis tout ça. Et la différence entre au début, quand des fois, elle devenait envahie par la fatigue, puis là, elle gelait, puis elle paniquait dans une voie, puis là, elle se mettait à sec, puis elle pouvait pleurer, là, parce que c'était juste trop, parce qu'elle s'était pas écoutée, elle aurait peut-être pas dû y aller cette journée-là. Bon, tout ça, on a démystifié ça avec les années. Et maintenant, d'être capable de dire, bon, ben je constate que je suis fatiguée, je constate que je dois adapter mon entraînement, je constate que je vais avoir plus de pensées parasites, j'y vais. Ça se pourrait que je me mette à sec. Être stratégique aussi dans la gestion des entraînements, reconnaître comment tu te sens cette journée-là, tous des éléments importants, là. Clairement. Puis de choisir où elle met son énergie, parce qu'avant, ben, tu sais, les blocs... les filles ont dit souvent ça, les blocs trop longs, les moves trop longs, les ci, les ça, ou avant, ça venait, je suis tombée pas bonne, puis voyons que je suis pas capable de faire ça. Puis après, d'avoir la distance de ses pensées pour dire... Non, tu sais, ça m'appartient de travailler plus. OK, j'ai ça à travailler. Ou le contexte, c'est quoi, là? Exactement. Je me sentais comment un matin aujourd'hui? Tu sais, je suis fatigué. Tu sais, d'être conscient de ça, je trouve que c'est ultra important, là. Oui. Moi, je le fais automatiquement, là. J'ai des attentes, mais en même temps, c'est important de ne pas se limiter non plus. Tu sais, je me dis, oui, je suis fatigué. Je vais y aller en commençant puis en faisant beaucoup de voix que je sais, ben pas de voix mais de blocs que je sais que sont accessibles, puis si je me sens mieux, là je vais m'ouvrir à OK, je vais en essayer des plus difficiles, mettons. Pas se limiter non plus en se disant je suis fatigué aujourd'hui, ça va être de la merde, fait que je vais être mauvais, mais tu sais, des fois on est envahi puis on fait pas la distinction, donc si je suis pas bon aujourd'hui, je l'ai donc ben pas, mais en fait tu sais, travailler la pleine conscience, c'est travailler cette distance-là dont tu parles pour voir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient au contexte, autour. Ça peut m'appartenir sur le fait que je suis fatiguée, pas que je suis pas compétent, tu sais. Fait que de réaliser tout ça plus facilement, puis de faire des choix plus sensés. Puis, veux pas, la performance, elle suit avec parce que, tu sais, les pensées sont tellement limitantes que là, le fait d'être distant de ça, mais ça se peut qu'aujourd'hui, je ne performe pas parce que je suis fatiguée. Mais en général, le niveau de performance va augmenter, puis les performances en compétition vont augmenter aussi parce que on ne devient plus un tout avec le contexte, l'émotion, la pensée, tout ça, on est distant de ça. Fait que c'est ça. Sinon, tu sais, j'ai travaillé beaucoup aussi. J'ai un autre exemple, dernier exemple là-dessus, mais tu sais, une fille dans un autre sport complètement, là, un autre sport, là, mais qu'elle réalisait pas pourquoi dans certains contextes, quand que c'était difficile au jeu, c'était un sport d'équipe, quand c'était difficile au jeu, elle figeait ou elle donnait plus son maximum, ça avait l'impression d'être inhibée, là, je dirais. Okay. En tout cas, d'être amorphe, je veux dire, plus, là, donc d'être... Une mauvaise game pour toute l'équipe, mettons? Ben, tu sais, elle perdait son rôle un peu, c'est comme si elle avait plus le même mordant, puis c'était tout le temps un moment où elle faisait, mettons, un mauvais jeu, elle, ben là,
dans sa tête, ça faisait « OK, merde ». Puis là, ben, les fois d'après, elle n'avait plus la même conviction, plus la même concentration. Fait qu'elle refaisait des mauvais jeux. Exact. Fait que là, on appelle ça la reconcentration, mais elle n'avait pas la capacité de se reconcentrer. Puis là, on s'est mis à analyser, fait qu'on a fait de la visualisation, mais du passé, donc vraiment la replonger dans un événement où ça s'est bien passé, puis la replonger dans un événement où, comme ça s'est moins bien passé. Puis on se rendait compte que son discours était vraiment différent. Son discours qu'elle avait dans sa tête, quand ça se passait bien, c'était très dans le présent. C'était très dans le concret. Quand ça n'allait pas bien, c'était vraiment « Ah merde, il faut que... Oh non, il faut que je revienne pour le prochain jeu. » Donc, elle se projetait dans l'avenir, puis elle était dans les « il faut ». Donc, le fait de travailler ça, puis elle avait même pas réalisé, de la faire réaliser, ben on s'est mis à retravailler son discours. Quand tu as tendance à aller dans les « il faut », ramène-toi dans le présent. Puis là, on a pu utiliser le discours qu'elle se disait quand ça allait bien, donc des phrases, puis les modifier. Puis on a vu un changement. Là, c'était une chose... Juste par la prise de conscience. Puis là, les fois d'après, quand c'est arrivé, j'imagine que là, elle le réalisait rapidement, puis là, elle se ramenait dans le présent. Exact. Ultra simple. Là. Oui. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de surentraînement et épuisement sportif. T'en as parlé, mais c'est quoi les signes avant-coureurs, mettons, que tu commences là, à trop t'entraîner? Là? Ben, en fait, l'importance, il faut commencer par séparer les deux. C'est souvent pas assez séparé, les deux. Puis même, quand on voit des psychologues, des médecins en parler, on dirait que c'est encore méconnu. Mais en fait, le surentraînement, c'est un épuisement physique. Okay. Ça, c'est comme important de le dire. Musculaire. Oui. Puis souvent, on va avoir une problématique, les coachs vont avoir une certaine problématique à le voir parce que il faut créer une certaine fatigue à un moment donné pour avoir un gain, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont jouer avec la surcompensation qu'on appelle. Fait qu'ils vont, à un moment donné, rajouter un niveau de stress. Mais en fait, ils vont faire récupérer l'athlète un peu, donc baisser la charge d'entraînement pour ensuite donner une espèce de coup. Là, ils vont rentrer l'athlète dans mettons, 4 jours, 5 jours d'entraînement vraiment intense où, tu sais, l'athlète là, a l'impression qu'il est à sa limite. Là. Mais créer ce déséquilibre-là, en ayant récupéré avant, et en récupérant après, va faire que la personne va avoir un gain, puis va vraiment augmenter. Donc, on va aller jouer entre le déséquilibre, là, en psychoéducation, on joue beaucoup là-dedans d'un point de vue mental, là, mais le déséquilibre parfait qui va faire que c'est un déséquilibre qui va t'amener dans un inconfort, mais qui est juste assez pour te faire réaliser puis monter. Un peu comme sortir de la zone de confort, mais... pas trop en même temps. C'est là. Ça, j'allais dire. Rester dans une zone sécuritaire. Là, exactement. Aussi, là. Donc, tu sais, on ne te mettra pas à aller faire un projet extérieur de 5-14 si tu fais une 5-9 dehors, exemple, peu importe. Là, mais fait que ça, on va jouer avec ça. Mais souvent, c'est qu'à un moment donné, on vient une période où il y a des compétitions, il y a toutes sortes de trucs. Puis là, ben, des fois, dans une même équipe, les athlètes n'ont pas nécessairement le même calendrier, les compétitions qui sont les plus importantes pour eux. Fait que le coach a quand même beaucoup de choses à gérer dans ce temps-là. Mais bref, quand tu gères une équipe d'athlètes, c'est pas tout le monde là, qui va être à la même place. Là. Non seulement le calendrier de compétition, mais la forme physique, l'âge, tout ça. Là. Fait que ils font de leur mieux, là, on s'entend. Là. Puis fait que l'important, le plus important, c'est la communication, justement, parce que tu peux pas... C'est dur, un épuisement, un surentraînement... on peut pas le voir. Ben, en fait, c'est la communication, mais c'est aussi, à cette heure, il y a de plus en plus d'outils qui vont... là, je sais pas s'il y a un terme français, on dit monitorer. Là, qui va monitorer le niveau de stress global, justement. Puis quand on dit stress global, c'est stress physique, mais psychologique puis mental aussi. Quand on parle de surentraînement, ça va être vraiment la charge physique versus tout ce qui est récupération physique. Donc, le sommeil, la nourriture. Est-ce que le lendemain matin, j'avais l'impression qu'un truc m'avait passé dessus quand je me suis réveillée? Il fallait que je retourne au plus gros entraînement de ma vie. Là. Donc, tu sais, tout ça va faire que si la personne est dans le rouge ou dans le orange trop longtemps, ben le coach doit baisser. Il doit donner de la récupération. Puis si c'est pas monitoré, ben le coach va y aller des fois avec ce que l'athlète il dit. Puis l'athlète veut performer. Donc l'athlète va dire non, ça va. Ouais. Mais ça c'est comme avec les commotions cérébrales. Là. Ils veulent tout le temps revenir trop rapidement. Exactement. J'ai un peu mal à la tête, mais tu sais, ils sont pas conscients de tout l'impact d'un retour trop tôt. Là. Ouais. Fait que le surentraînement, dans le fond,
ça va être souvent vu, malheureusement, quand on commence à avoir une baisse de performance d'environ au moins 10% de la capacité de l'athlète. Ça peut être un indice. Pendant plusieurs jours. Fait que si après, tu sais, c'est pas juste une journée parce que ça allait pas bien ou 2 jours parce que, bon, j'ai des examens à l'école, puis mais tu sais, de dire, ben OK, ça fait quelques jours que ça se prolonge. Là, on est en train de plus être nécessairement dans l'épuisement voulu, là, par l'entraîneur, la fatigue voulue par l'entraîneur, pas épuisement, mais la fatigue. Mais on commence à s'en aller vers un terrain dangereux. Fait que si ça, c'est vu par l'entraîneur rapidement, puis qu'il réadapte ses entraînements, d'habitude, l'athlète va s'en sortir, puis il va monter. Fait que ça, j'ai l'impression, c'est à court terme, tandis qu'épuisement sportif, c'est-tu plus à long terme? Si tu tombes en surentraînement parce que le coach le voit pas, ça peut être quand même quelques semaines à quelques mois, là, tu sais, s'en remettre. Mais souvent, si on attend trop longtemps, on va glisser vers le terrain glissant de l'épuisement, qui là, en effet, est quelques mois à quelques années, parfois, pour la personne. Puis l'épuisement, c'est le stress global, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des signes, oui, de baisse de la performance, mais pas tout le temps. Mais on va voir des signes mentaux, émotionnels et physiques. Ça peut-tu aller à la dépression, trouble anxieux? Oui. Dans le fond, on va voir des signes au début qui vont être plus de l'ordre, soit si c'est quelqu'un qui a justement une personnalité anxieuse, l'anxiété va être vraiment présente pour des choses qu'on ne voyait pas nécessairement. Banalité ou... Oui, on va voir vraiment une personne qui commence à se désintéresser des fois de son sport ou se remet en question par rapport à son sport, se remet ses compétences en question, puis sa motivation va vraiment baisser aussi par rapport à l'épuisement sportif, par rapport à son sport. Ouais. Donc, c'est vraiment, là, on va voir d'un point de vue mental, émotionnel et physique qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis... malheureusement, c'est comme le burn-out, mais du sport, vraiment, l'épuisement sportif. Puis malheureusement, l'organisme est tellement allé loin là-dedans que, tu sais, j'en ai accompagné, là, j'ai une madame que j'ai accompagnée pendant presque 2 ans, là, tu sais, pour se remettre de ça. Puis souvent, ça va venir avec, tu sais, soit de la dénutrition, soit autre chose, parce qu'à un moment donné, l'organisme est tellement fatigué que, tu sais, il va manquer de quelque chose à un moment donné. Ouais. OK. J'ai pas mal fini mes questions, là. C'est ça, j'étais en train de regarder. Y avait-tu un sujet qu'on n'avait pas parlé puis que tu trouverais ça important de discuter? Je sais pas, vite de même. Question dure, hein? Je te lance ça sans avertissement. Non, mais... T'as-tu des trucs qui s'en viennent là, avec le COVID? Il y a beaucoup de choses sur pause, là, mais t'as pas de conférence ou... je pense que ça va venir plus à l'automne. Je suis sur un l'été projet, aussi, c'est sur pause, là, pas mal. Là. Oui. Je suis sur un projet, je dirais à ceux qui s'intéressent à la préparation mentale et au yoga pleine conscience, plus en ligne, là. Fait que ça devrait commencer à sortir un peu plus, voir des choses un peu plus à l'automne, puis tout ça, dans le but de donner, de rendre accessible, ce que souvent on le dit, là, c'est pas connu des coachs, pas connu des athlètes, tout ça, mais de rendre ça un peu plus accessible au monde. Je sais que toi aussi, tu fais partie d'un truc là-dessus, là, mais tu sais, c'est en ligne, là, ou en tout cas en application. Tu parles, Fait que, tu sais, on veut rendre ça un peu plus, justement, accessible au monde. Sinon, je suis sûr que tu pourrais préparer des trucs pour eux autres, toi, by the way. Là. Ils cherchent tout le temps des collaborateurs. Là. Ça fonctionne énormément avec des collaborations. Fait que on peut préparer des... Moi, j'ai fait du contenu en préparation mentale spécifique à certains sports, mais je suis sûr que tu pourrais faire des trucs autant en préparation mentale qu'en yoga ou... c'est un peu l'objectif de pouvoir intégrer... dans le fond, on en discutera après. Mais c'est un peu l'objectif de pouvoir intégrer peut-être tu veux le faire quelque chose de ton côté aussi, là. Pas nécessairement, mais quelque chose de spécifique qui va les rejoindre parce que c'est ce que je vois souvent, tu sais. Les gens vont aller dans un studio de yoga en disant, je fais du yoga, ça équilibre, oui, puis c'est parfait, là, moi je prends ça, fais du yoga, là, tu sais. Mais si tu es capable d'avoir quelqu'un qui l'adapte à ton sport, puis qu'en plus fait une approche un peu adaptée à la pleine conscience, c'est-à-dire prends conscience de tes pensées, prends conscience de tes limitations, puis tout ça, là, on upgrade l'expérience vraiment, là. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de places qui vont prôner le fait, venez athlète, mais quand on fait un cours, tu sais, la personne n'ajuste pas, la personne fait, j'ai envie de dire, un show devant, puis je veux pas juger personne, c'est vraiment plus que la personne va montrer la posture la plus avancée, mais un athlète, là, il y en a des tensions, là, dans le corps, là, par rapport à son sport, là, fait que lui,
il sera pas capable nécessairement de la faire. Et ça se peut qu'il fasse une gymnaste, une danseuse, il va aller faire la split, c'est correct, là, mais tu sais, en tout cas, fait que c'est ça, on veut centrer plus pour accompagner les athlètes, puis moi, mon approche, ben c'est de jumeler tout ça selon le besoin, parce que je pense qu'une approche globale est vraiment bénéfique versus être juste centré sur un truc. Ou si on est juste centré sur un truc, ben il faut vraiment collaborer avec les autres, c'est-à-dire avoir une collaboration étroite avec le coach, avec... OK, bon, on va suivre ça. Fait que ça va être des trucs en yoga, mais tu vas jumeler ça avec la préparation mentale, c'est ça? Ouais. OK. Où on peut te suivre en terminant? Ben oui, sur Instagram et sur Facebook, Christelle H. Saint-Pierre. Avant, c'était Yogini Rebelle. Ouais, t'as fermé la page, je pense. J'ai fusionné les deux pages avec Christelle Aude Saint-Pierre. Ben, Christelle H. Saint-Pierre, ben, c'est long, Christelle Aude Saint-Pierre. Mais qui était conseillère en psychologie sportive. J'avais Yogini Rebelle avant. Puis à un moment donné, pour moi, ça fait tellement de sens de jumeler tout ça. Puis que un athlète gagne à avoir des trucs en lien avec le yoga, la pleine conscience, puis un professionnel ou une personne qui vient à mes cours de yoga gagne d'avoir des cues sur la préparation mentale, parce qu'on peut utiliser des cues pour gérer nos pensées au quotidien, puis tout ça. Fait que finalement, j'ai décidé de jumeler tout ça. Puis comme mon projet avec l'INS, ben, avec la subvention de l'INS, c'est de jumeler ton tout projet ça. de maîtrise, ouais. Ouais. Ben, ça faisait juste un sens pour dire que... Ouais. Puis ton site web, je sais pas si tu l'as nommé. Oui, ben c'est la même chose. Tout est Christelle H. Saint-Pierre ou STP là, pour Saint-Pierre pour mon site internet. Là, fait que